La Suède et la Finlande annoncent vouloir rentrer dans l'OTAN. On nous donne cette information comme ça, parmi d'autres événements, mais c'est énorme et ça correspond à un nouvel encerclement de la Russie, clairement pour pallier à la sortie de l'Ukraine de la zone de contrôle des États-Unis. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous conservez le recul nécessaire face à la déferlante de la propagande. Aujourd'hui, il va être question de l'enchaînement des événements qui dessinent la Troisième Guerre mondiale, l'intention proclamée de la Suède et de la Finlande de rentrer dans l'OTAN veut en effet dire au moins deux choses. Premièrement, les États-Unis considèrent que la Russie a gagné la guerre en Ukraine et que ce qui restera de l'Ukraine va au minimum devenir neutre. Deuxièmement, ils n'ont pas renoncé à encercler complètement la Russie, même si la guerre pourrait s'en suivre. En effet, la bascule de la Finlande et de la Suède de leur statut de neutralité, car il ne faut pas oublier que ce sont des pays neutres, à celui de membres de l'OTAN est un acte encore plus fort que la tentative en cours depuis 20 ans de mettre l'Ukraine dans le camp américain et dans l'OTAN. Alors pourquoi c'est un acte plus fort? Et justement parce que cette fois, on a affaire à des pays neutres depuis des décennies, qui se joindraient à une alliance qui veut dominer la Russie au minimum, voire peut-être la détruire en tant que grande puissance. Cette aggravation de l'encerclement de la Russie par l'OTAN est une nouvelle raison pour la Russie de faire la guerre, cette fois contre la Finlande et contre la Suède. On a vu qu'elle a été capable de la faire contre l'Ukraine, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas capable de la faire contre ces deux pays, qui sont beaucoup plus faibles que l'Ukraine militairement. La décision de ces deux pays les met plus en danger que s'ils étaient restés dans leur statut de neutralité, autrement dit, quitter le statu quo actuel est une prise de risque. Donc on peut en déduire qu'ils n'ont pas pris cette décision sans avoir des assurances d'engagement des États-Unis à leur côté en cas de guerre. Donc vous imaginez la petite Suède et la petite Finlande, 16 millions d'habitants à L2, provoquer la Russie sans compter que les États-Unis s'engageront à leur côté s'ils sont attaqués. Ben, moi pas. Donc il faut en conclure que les États-Unis envisagent vraiment une guerre contre la Russie. Sans cela, il est douteux que ces petits pays nordiques prennent le risque d'irriter la Russie en rentrant dans l'OTAN. En d'autres termes, cette subite appétence pour l'OTAN de la Finlande et de la Suède est certainement le résultat d'un certain nombre de discussions depuis déjà un certain temps avec les États-Unis, et que dans ces discussions, le principe d'une entrée en guerre de l'OTAN aux côtés de la Suède et de la Finlande, s'ils étaient attaqués, a été arrêté. Ce qui veut dire qu'on est clairement en présence de l'idée d'une guerre qui implique les États-Unis, et cette idée de guerre est une nouvelle phase dans la stratégie des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Le pouvoir américain aurait donc décidé de soumettre la Russie, y compris militairement. Pourquoi? Pour apporter une réponse, il faut dézoomer et passer au niveau planétaire. Ou si l'on veut, il faut sortir du présent et faire un petit tour dans l'histoire récente. Le sujet central de la stratégie américaine est la Chine. L'affrontement économique a déjà commencé. Même si actuellement, au premier plan, on a le conflit avec la Russie, qui pour l'instant n'est pas un conflit militaire en ce qui concerne les États-Unis, le vrai sujet de la stratégie américaine, c'est la Chine. Donc je vous disais que l'affrontement économique a déjà commencé. On se rappelle bien sûr des taxes de Donald Trump sur les importations chinoises. Bon, à l'époque, ça avait fait le buzz, et comme toujours, le buzz détourne des sujets les plus importants. Et en l'occurrence, l'enjeu principal est un enjeu monétaire. La Chine veut enlever au dollar son hégémonie mondiale qui gêne sa propre expansion, à commencer par l'expansion en Asie. Il faut bien garder ça en tête, c'est le grand sujet du XXIe siècle. Pour les États-Unis, leur monnaie, c'est le cœur, et c'est le dernier bastion de leur hégémonie mondiale. Le dollar, c'est l'Amérique, et l'Amérique, c'est le dollar.
Ils feront la guerre sous toutes ses formes pour conserver cet avantage, pour conserver ce véritable joker. Dans cette nouvelle guerre mondiale, car vous allez voir qu'on est dans une logique maintenant de guerre mondiale, c'est la raison de cette vidéo, la Russie est entre la Chine et le bloc formé par les États-Unis et l'Europe vassalisée, et selon la doctrine géostratégique américaine, j'en ai parlé dans une autre vidéo, il faut empêcher qu'elle ne forme un bloc avec la Chine. Parce que dans ce cas-là, le bloc États-Unis-Chine, le bloc Russie-Chine serait de nature clairement à contrebattre l'hégémonisme américain et voire peut-être à gagner un affrontement qui définitivement mettrait les États-Unis au deuxième plan. Et dans cette optique américaine, la Russie n'a que deux statuts possibles. Être entravée stratégiquement par l'Amérique, c'est la raison de l'encerclement par l'OTAN, et c'est pour ça que depuis 20 ans, l'Amérique aspire l'Ukraine vers elle. Il faut savoir que dans les ministères ukrainiens, il y a des conseillers américains, donc des officiels américains, et même de l'Union européenne. Donc on peut dire, alors ce que je vous dis là, on n'en parle pas dans les grands médias, mais ce sont des faits, ce ne sont pas des suppositions. Voilà, il y a eu des études qui ont été faites par des analystes divers. Il y a bien sûr des textes officiels, des sources officielles américaines et européennes. La conclusion de ça, c'est que l'Occident a mis la main sur l'Ukraine, est en train de la mettre définitivement. L'autre option, c'est la soumission de la Russie, comme ça a été le cas pour l'Union européenne. Dans cette entreprise, les USA ont pratiqué jusqu'à présent la guerre hors limite, c'est-à-dire la guerre sous toutes ses formes, sauf directement militaire. Par exemple, et ça va vous rappeler des souvenirs des choses dont on nous parle au sujet de la Russie depuis un certain nombre d'années, c'est bien sûr la propagande, c'est les fake news, ce sont des affaires montées de toutes pièces avec de soi-disant figures de l'opposition, comme Navalny par exemple, qui seraient persécutés. Il faut savoir que Navalny n'est pas du tout le premier opposant à Poutine, c'est même un opposant qui a surgi comme ça, donc claquement de doigts, et le claquement de doigts, il faut le chercher vers l'ouest. Navalny ne représente pas grand-chose dans l'opinion publique russe. Le premier opposant à Poutine, c'est le Parti communiste russe, donc qui est l'héritier de l'Union soviétique, qui représente, je crois, 20% des votes, et le deuxième, ce sont les nationalistes, qui représentent quelque chose de comparable. Et ce qui est peu connu, parce que les médias ne font pas leur travail, ou plutôt ils font leur travail qui est de nous cacher ce qui est important, ce qui est peu connu, c'est qu'en Russie, Poutine n'est pas le plus dur des personnes qu'il y a sur la scène politique. Le Parti communiste et les nationalistes ont un point commun, c'est le nationalisme. La différence entre les deux, c'est qu'un est communiste et l'autre ne l'est pas. Mais ces deux partis sont beaucoup plus durs en ce qui concerne la relation avec l'Occident, et notamment avec l'Ukraine, que Poutine. Ça fait des années que les communistes demandent que tout simplement on envahisse l'Ukraine et qu'on en finisse. Donc voilà la vérité, et vous voyez que c'est quand même très loin de ce qu'on nous raconte. C'est également l'affaire Skripal. Alors l'affaire Skripal, est-ce que, je n'ai pas de preuve pour dire que la Russie est innocente, mais vous remarquez qu'il n'y a eu aucune preuve, malgré tout le battage qui a été fait au niveau diplomatique, au niveau médiatique en Occident, personne n'a jamais mis la moindre preuve sur la table que l'empoisonnement, ou ce qui est arrivé à Skripal et sa fille, était le résultat d'une tentative du Kremlin ou des Russes. Donc on est dans cette campagne de dénigrement, de falsification, qui vise à tourner l'opinion mondiale, mais surtout occidentale, parce que pour le reste de la planète, la relation, le regard qu'on porte sur la Russie est très différent, mais qui vise surtout à diaboliser la Russie auprès de l'opinion occidentale. Avec la guerre en Ukraine, on passe à un degré supérieur, c'est celui de la guerre par procuration contre la Russie. Évidemment, le bénéficiaire de la procuration, c'est malheureusement pour lui, c'est l'Ukraine. Et quand on observe, quand on veut creuser dans cette voie pour vérifier cette hypothèse, pour vérifier cette analyse, et qu'on examine le compte à rebours du déclenchement de la guerre en Ukraine depuis l'arrivée de Biden à la présidence américaine, on comprend beaucoup de choses.
les connaisseurs du fonctionnement de l'État profond américain, c'est-à-dire l'État permanent aux États-Unis. L'État profond, c'est quelque chose qui est un peu mythique, et ça sent un peu le complotisme, c'est un peu sulfureux. En fait, non, l'État profond, ça existe dans tous les pays développés, dans tous les grands pays. C'est la permanence de l'État, c'est-à-dire c'est ce qui demeure de l'État, quel que soit le résultat des élections. C'est ce qui ne change pas à l'issue des élections. C'est-à-dire c'est l'essentiel des structures de l'État, c'est l'essentiel des centres de décision. C'est ça l'État profond. Et sur cet État profond, la démocratie, on va dire l'immédiateté de la démocratie, du vote, n'a pas beaucoup d'influence. On l'avait vu à l'époque de Trump, qui n'a cessé d'être en butte à la volonté de cet État profond. Et justement, avec Biden, c'était ce qui nous était annoncé, et puis on peut constater que c'est vrai, l'arrivée de Biden au pouvoir, c'est la reprise du pouvoir par l'État profond. Et en ce qui concerne la Russie, c'est l'aggravation des mesures hostiles contre la Russie, après les 4 années d'accalmie qu'on avait connues sous la présidence Trump. Les médias occidentaux, pendant les 2 dernières années, n'ont cessé de nous parler des manœuvres russes à la frontière ukrainienne, et effectivement, ces manœuvres, on a pu le voir quand on a suivi les choses, ont été de plus en plus importantes, particulièrement en 2021, mais symétriquement, il y avait des manœuvres de l'OTAN qui menaçaient la Russie avec des moyens considérables, et ça, on ne nous a pas caché qu'il y avait des manœuvres. Bon, en fait, ces manœuvres de l'OTAN, en elles-mêmes, étaient extrêmement menaçantes pour la Russie. Bon, elles se sont déroulées notamment en mer Baltique, notamment en mer Noire. Et c'est clair qu'elles avaient une signification. Elles se sont intensifiées, bien évidemment, au cours de l'année 2021. Ça, donc, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en mars 2021, là aussi, ceux qui en ont entendu parler lèvent le doigt. Je pense que vous êtes très peu nombreux à en avoir entendu parler, et pourtant c'est tout à fait officiel. Le président Zelensky, donc le président ukrainien, a signé un décret demandant aux forces armées ukrainiennes de reprendre le Donbass et la Crimée. Vous vous rappelez que le Donbass et la Crimée sont rentrés sous le contrôle russe. La Crimée, c'est carrément une annexion, avec un référendum qui a donné, je crois, 98%, 95% des voix en faveur de l'entrée dans la Russie. Quant au Donbass, c'est la fameuse province autonomiste qui est entrée en rébellion contre le pouvoir central ukrainien lorsque, en 2014, il y a eu le fameux coup d'État de Maïdan, qu'on nous présente en Occident comme la révolution de la libération. En fait, non, c'est simplement la faction, on va dire le parti pro-occidental qui a éliminé ou mis de côté le parti plutôt pro-russe, et à partir de là, l'Ukraine a totalement été phagocytée par l'Occident, comme je vous l'ai dit en introduction. Donc, suite à ce coup d'État, Poutine a bien soutenu les autonomistes du Donbass, qui eux étaient pro-russes, russophones, etc. Et ça lui fait bien sûr une sorte de levier politique et éventuellement militaire pour ne pas perdre tout contrôle sur l'Ukraine. Parce que depuis 2014, il y a eu une guerre entre le Donbass, enfin les deux États du Donbass, les deux États autonomistes du Donbass et le pouvoir central. L'armée ukrainienne n'a pas réussi d'ailleurs à les vaincre. Il y a eu les fameux accords de Minsk qui visaient en fait à pérenniser l'existence de ces républiques autonomes, à charge pour la France et l'Allemagne de veiller à l'application de ces accords qui n'ont jamais été appliqués. Cette situation montrait clairement que les Ukrainiens n'avaient pas l'intention en fait de reconnaître définitivement les républiques autonomes. Je crois même d'ailleurs qu'ils ne sont jamais reconnus. Et la décision de Zelensky visait donc à éradiquer le problème par la force militaire. On nous en a pas parlé, pourtant c'est clairement l'acte indiscutable qui est à l'origine de la guerre actuelle qu'il y a en Ukraine, de l'invasion russe. En prenant sa décision, évidemment, Zelensky savait pertinemment qu'il allait déclencher de manière automatique l'intervention russe en Ukraine, parce que la Russie était officiellement le protecteur du Donbass, des républiques du Donbass, et en décidant officiellement de liquider les républiques du Donbass,
c'était une déclaration de guerre à la Russie. Bon. Alors, s'il a quand même fait, c'est que, comme les Suédois et les Finlandais aujourd'hui, il avait l'engagement que l'OTAN interviendrait directement en Ukraine contre les Russes. Autrement, il ne l'aurait pas fait, parce que même si l'armée ukrainienne montre aujourd'hui qu'elle est plus puissante qu'on ne le pensait, elle ne fait pas le poids quand même. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand l'intervention russe a commencé, l'essentiel de l'armée ukrainienne était concentré dans le Donbass. C'est encore là qu'en ce moment se joue le sort de la guerre. Les derniers mois de l'année 2021, les demandes russes d'une discussion globale sur la sécurité en Europe, qui donnerait des garanties à la Russie, dont celle de la non-installation de l'OTAN en Ukraine, n'ont pas été prises en considération par l'administration américaine. Bon, à la lumière de la suite, on comprend que les États-Unis ne voulaient rien d'autre que rendre inévitable la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est pour ça que je parle d'un nouveau stade dans le conflit entre l'Occident et la Russie, qui est celui de créer une guerre dans laquelle les Russes sont impliqués et qui se déroule par pays interposés, de façon à éviter que, évidemment, le sang des soldats américains et de l'OTAN ne coule. Le 16 février 2022, l'armée ukrainienne lance une préparation massive d'artillerie contre le Donbass, conformément au décret qu'avait signé Zelensky, et à partir de là, l'intervention russe était inévitable. Le 21, le Kremlin reconnaît les deux États du Donbass à la demande du Parlement russe, qu'on appelle la Douma, et particulièrement à la demande des députés communistes de la Douma. Les deux États appellent immédiatement la Russie au secours. Rappelez-vous qu'ils sont déjà bombardés de manière considérable par l'armée de Kiev. Et le 24, l'armée russe déclenche une attaque massive sur tout le territoire ukrainien. Alors, ce rappel des séquences qui ont précédé la guerre, je le fais pour faire apparaître leur direction et leur signification. Elle est assez claire, les États-Unis ont lancé la guerre contre la Russie, et le pion qu'ils ont utilisé est l'Ukraine. Cette guerre, si on la resitue dans l'action états-unienne contre la Russie, depuis 20 ans, ne peut être que la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire la quatrième. Alors je dis la quatrième, parce que la troisième, vous savez, en réalité, c'était la fameuse guerre froide qui a commencé en 1945, qui a fini en 1991, avec la défaite totale de l'URSS. Nous sommes au commencement de la quatrième guerre mondiale. Elle est militaire en Ukraine, elle est déjà monétaire avec les sanctions contre la Banque centrale russe et la contre-attaque monétaire de la Russie par l'obligation qu'ils nous ont fait de payer leurs importations de gaz, de pétrole, d'énergie en général et de matières premières en roubles. Cette attaque contre l'euro et le dollar s'ajoute à l'action chinoise en cours pour la dédollarisation de l'Asie. Si la guerre militaire contre la Russie s'étend avec l'entrée de pays de l'OTAN dans le conflit, je veux dire sur le terrain cette fois, la Chine n'aura pas d'autre solution que de s'engager auprès de la Russie. La raison en est que pour elle, il s'agit d'empêcher le bloc atlantique de dominer toute la partie nord de l'Eurasie, de Brest à Vladivostok, avec ses réserves de matières premières qui sont essentielles pour le XXIe siècle, et également le très grand levier politique qui est la production de céréales de toute cette partie, aussi bien de l'Union européenne que de la Russie et de l'Ukraine. Le processus d'extension de la guerre est en marche. L'expression guerre mondiale peut sembler pompeux et catastrophique dans l'imaginaire du public, parce qu'elle renvoie tout simplement aux deux guerres mondiales qu'il y a eu au XXe siècle, qui ont été des catastrophes absolues et qui ont été également de très grands carnages au niveau militaire. En réalité, il y a eu avant d'autres guerres mondiales sur la planète, parce qu'elles engageaient toutes les grandes puissances de l'époque, qu'elles se sont déroulées partout, sur terre, sur mer et sur tous les continents. C'est le cas notamment de la guerre de 7 ans au XVIIIe siècle. Le point commun de toutes ces guerres n'est pas forcément leur aspect, l'importance du massacre et des destructions, c'est le fait qu'elles ont complètement changé l'ordre du monde. Le sort des belligérants a été changé, certains en sont sortis plus grands, et ça va être le cas dans la guerre qui commence, d'autres vont être vassalisés, et d'autres, enfin, vont disparaître de l'histoire. Par exemple, dans la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre froide, l'Union soviétique a disparu de l'histoire. Cette Quatrième Guerre mondiale qui commence, l'enjeu est pour les États-Unis le maintien de leur hégémonie mondiale,
Pour la Russie, il est de survivre en tant que grande puissance indépendante, et pour la Chine, c'est de mettre fin à l'hégémonie américaine, voire de prendre sa place. L'Europe, eh bien, vous le voyez, n'a pas d'objectif propre, sauf qui est de coller aux États-Unis, ce qui est flagrant depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Si elle ne change pas, elle a de bonnes chances de devenir la chair à canon des États-Unis sur le plan militaire si le conflit militaire s'étend en Europe, et à minima sur le plan économique, comme c'est déjà le cas, avec ces sanctions que nous avons prises pour complaire aux Américains, mais qui nous sont extrêmement nuisibles. Mais cette nouvelle guerre mondiale constitue l'occasion pour l'Europe de s'émanciper de la soumission aux États-Unis pour devenir la quatrième grande force du XXIe siècle. Elle peut être une force d'équilibre par son existence, et son indépendance empêcherait la reconstitution de deux blocs antagonistes voués à se combattre, l'Occident contre les Russo-Chinois. Nos dirigeants français et allemands le savent, il ne faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils ne sont. La question est, quand vont-ils se décider à changer l'histoire? Dites-moi en commentaire si vous pensez, comme moi, que la 4e guerre mondiale a commencé, et si la France et l'Union européenne pourraient non pas la subir, mais trouver une influence mondiale. Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux conséquences de la situation sur votre épargne et sur l'euro en 2022. N'oubliez pas de liker, partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. À bientôt.